Abdoul Président. Abdoul Mbaye, vous avez la parole. Institution pour reconstruire une nouvelle République. Elle devra prendre en compte les évolutions majeures ci-après. En ce qui concerne le président de la République, le système de parrainage citoyen sera supprimé pour les candidats des partis ou coalitions de partis. Il sera de nouveau allégé pour les candidats libres. Le président de la République ne pourra être chef de parti ou membre d'une association durant l'exercice de ses fonctions. Les principes de révocabilité, de responsabilité, de reddition du compte lui seront appliqués dans les conditions déterminées par le Constituant. La puissance du pouvoir présidentiel sera largement atténuée. Le président de la République quittera le Conseil supérieur de la magistrature. Moins de juges constitutionnels seront nommés par lui, davantage de juges directement choisis par d'autres institutions. Le gouvernement sera en charge de conduire la politique de la nation sous la direction du Premier ministre. L'exécutif sera rendu moins dispendieux avec un maximum de 25 ministres, nombre fixé par la loi. Certains d'entre eux devront obtenir le non-veto de l'Assemblée nationale. Le nombre de membres du cabinet du Premier ministre et des ministres sera limité au minimum nécessaire et également fixé par la loi. Avant leur nomination, les ministres nommés au département des Affaires étrangères, des Finances, de l'Intérieur, des Forces armées, de la Justice, des Mines et Ressources naturelles feront l'objet d'une enquête de moralité comme tous les autres ministres. Mais en plus, seront préalablement auditionnés par une commission parlementaire. Ne pourront porter le titre de ministre et siéger au Conseil des ministres que les membres du gouvernement ayant en charge un département ministériel, ainsi que les ministres délégués nommés auprès de ces derniers. En ce qui concerne les attributions de responsabilité au sein de la fonction publique, l'appel à candidature sera consacré comme règle générale pour les emplois de la haute fonction publique et de direction des structures du secteur parapublic. Les recrutements civils et militaires seront normalisés, de même que les avancements répondront à des principes républicains de transparence, de mérite et d'équité. Mettre fin au déni démocratique que représente le scrutin à un tour est la nécessaire première étape de la construction d'une Assemblée nationale plus représentative et dotée de pouvoirs renforcés. Le mode d'élection du député sera révisé par un redécoupage des circonscriptions avec un député par circonscription, ce qui permettra de mettre en œuvre un mode de scrutin majoritaire à 2 tours. L'Assemblée nationale perdra cependant sa qualité de constituant. L'objectif est de combattre et mettre fin aux incessantes manipulations de la Constitution dont sont passés maîtres les régimes africains, celui du Sénégal ne faisant pas exception. Seul le peuple aura la capacité de modifier la loi fondamentale par voie référendaire. Il n'y a pas d'autre moyen de se protéger contre ces incessantes manipulations de notre Constitution au gré de la volonté du président en place d'assurer sa réélection et asseoir un pouvoir quasi absolu. L'Assemblée nationale, nantie de pouvoirs renforcés, deviendra le lieu d'impulsion de la vie politique nationale. Elle pourra déclencher une procédure de mise en accusation du chef de l'État, du Premier ministre, ainsi que naturel, deniers publics, fonctions de responsabilité, emploi dans le secteur public, ne laissant que portions congrues et pauvreté au reste de la nation. Souvenez-vous des propos qui furent miens le 14 mai 2016, au moment du lancement des activités de l'acte.
Je cite, « L'acte invite avec empressement les Sénégalais à cultiver et vivre intensément 4 amours. L'amour de la patrie, l'amour des lois, l'amour du travail et l'amour de ses semblables. L'amour de la patrie qui nous fait placer ses intérêts au-dessus de tout autre intérêt. L'amour des lois qui nous les fait respecter, qu'elles nous soient favorables ou pas, pourvu qu'elles soient justes et égales pour tous. L'amour du travail qui nous mène tous à l'excellence et à la prospérité. L'amour de ses semblables qui nous fait détester ce qui les avilit et aimer tout ce qui les grandit. Les antivaleurs avilissent, les valeurs grandissent. J'insiste aujourd'hui sur celui de sa patrie et de ses semblables, soit donc de son peuple. Autant que vous le pouvez, décidez de la servir et de contribuer à sa défense contre l'ennemi de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. Car ce dernier, œuvrant contre l'intérêt général, la met en danger de perte de cohésion et de ciment. Aimer sa patrie, souhaiter la servir, c'est s'efforcer d'y créer des emplois. Aimer sa patrie, c'est faire preuve de civisme et de citoyenneté. Accepter de s'impliquer dans des actions citoyennes, d'aider autour de soi. Il n'y a pour ce faire ni toujours besoin de compétences particulières, ni non plus de moyens financiers. Aimer sa patrie, c'est toujours privilégier l'investissement chez soi plutôt qu'en pays étranger. Aimer sa patrie, lorsqu'on est décideur, c'est privilégier l'économie nationale lors des attributions de marché. C'est oser le Sénégalais d'abord. Aimer sa patrie, c'est oser réviser notre conception du développement économique qui aujourd'hui privilégie l'appartenance des économies nationales à un monde de libre-échange déséquilibré. Aimer sa patrie, aimer son peuple. C'est d'abord être à son écoute pour entendre ses peines et réfléchir avec lui sur les possibles solutions, les urgences et les priorités. Mes nombreuses tournées, les échanges au sein de multiples rencontres citoyennes organisées par le parti permettent de retenir que le peuple refuse désormais les injustices identifiées comme le recours à l'arbitraire, une justice à 2 vitesses, les passe-droits partout, la corruption petite et grande généralisée, les avantages et privilèges décidés en fonction d'une appartenance à une famille, à un parti, à un clan. Notre société rejette également l'enrichissement rapide, visible, ostentatoire et insultant né de l'activité politique. Elle est de plus en plus consciente qu'il provient d'une confiscation et du vol du bien commun. Elle hurle son besoin de confort et de revenu familial minimum par le travail et l'emploi, d'eau potable, d'électricité à des prix abordables, d'éducation et de formation adaptées, débouchant sur de l'emploi possible, de santé accessible, de sécurité, etc., etc. Aux gouvernants de répondre à ces requêtes et de trouver solution à ces besoins dans le rythme possible, mais sans relâche et avec obstination. Le choix des premiers combats et celui de leur intensité dépendent de l'identification des priorités pour notre nation. Toute politique économique se construit à partir de priorités. Nous proposons les suivantes, comme celle du Sénégal. L'éradication de la faim, la lutte contre l'extrême pauvreté et la transition vers la manufacture. C'est autour de ces priorités que l'accélération de la croissance économique du Sénégal sera organisée, qui devra se traduire par une amélioration des revenus et des conditions de vie des citoyens sénégalais, et non par des taux de croissance et autres statistiques trop souvent mensongers. Ces priorités ne doivent pas être perçues comme des objectifs modestes, car il n'y aura pas de limite à la recherche d'un mieux vivre du Sénégalais. Leur choix doit cependant traduire de manière très nette notre souci de ne plus tolérer la faim et l'extrême pauvreté dans un pays ayant bientôt 60 années d'indépendance. Autour d'elle se construira une économie de croissance et de résilience face aux chocs externes et notamment climatiques. La persistance de la faim et de l'insécurité alimentaire dans notre pays, qui pourtant
prétend à l'émergence est inacceptable, intolérable. C'est le signe le plus révélateur de l'échec de son développement. Les moyens de lutte resteront certes l'action humanitaire. Elle sera renforcée sans honte, sans déni mensonger non plus, en associant les femmes et les jeunes dans l'identification des bénéficiaires, en veillant à la plus grande transparence dans les opérations de distribution et de répartition des vivres et soutiens afin d'empêcher un détournement de l'aide au profit des autorités coutumières, administratives ou politiques, ou de la bourse familiale à des fins politiciennes. À cette action humanitaire, nous associerons sans délai une action dans la durée de recherche de résilience. Cela débouche sur le haut degré de priorité à donner au développement de l'agriculture sénégalaise. Les grands principes de notre démarche tourneront définitivement le dos à cette traditionnelle approche visant la recherche effrénée de production à accroître, avec tout le reste, tous les risques de perte de production, de leur valorisation insuffisante, de l'absence de leur déplacement optimum vers les centres de consommation, notamment urbains. Ils seront les suivants. Celui d'une approche filière, de la fourche à la fourchette, mettant en relation, d'une part, les productions existantes, les productions à développer et les productions à créer, et d'autre part, les marchés locaux, les marchés nationaux, les marchés sous-régionaux et d'exportation lointaine. Une approche intégrant la recherche de qualité des productions et des éléments de logistique et de marketing sera engagée. Une approche par la recherche du développement des rendements, la recherche de résilience dans un contexte d'extension de l'urbanisation qui réduit les superficies consacrées à l'agriculture et crée l'exode rural, exige un accroissement des rendements et une intensification de l'agriculture. Les moyens en seront le recours à des intrants de qualité en impliquant les coopératives de production et en leur laissant le choix de leurs fournisseurs, en abandonnant bien évidemment le système actuel par lequel l'État choisit lui-même les fournisseurs et les produits sur fond de clientélisme et de corruption. Le recours systématique à des semences certifiées et le contrôle de la qualité des engrais et de leurs conséquences sur l'environnement. Le renforcement de l'encadrement des producteurs par le Conseil et par l'utilisation des médias et de l'e-conseil. La promotion des relations réfléchies et d'intérêt mutuel entre les exploitations familiales et les grandes exploitations à chaque fois que cela s'avère possible, en capitalisant sur les leçons positives retirées des exemples de la tomate et du coton au Sénégal ou de best practices identifiées hors de nos frontières. La maîtrise de l'eau pour ne plus dépendre de la seule pluviométrie et faire durer l'essentiel de l'activité agricole au Sénégal au-delà de 2 à 3 mois pour an. La véritable résilience contre la faim ne saurait privilégier l'arrimage d'une agriculture au commerce mondial, encore moins en faire dépendre l'alimentation d'un peuple. C'est pourquoi, au-delà d'une approche globale, nous construirons autant d'autosuffisance que possible dans le cadre de projets spécifiques. Ils concernent la tomate, le maïs et en premier lieu la part nécessaire à la production des aliments pour bétail, élément important de la compétitivité de notre élevage, les moutons de Tabaski. L'autosuffisance pourra aussi être établie pour le riz entier, dont les excédents seront exportés afin de rechercher un équilibre de la balance commerciale pour cette céréale. Pour ce qui concerne la pêche, priorité sera donnée à la pêche artisanale et sa gestion par octroi de licences de pêche et prise en compte des repos biologiques à observer afin de permettre le renouvellement des espèces. La lutte contre le gaspillage de nos eaux par moyens satellitaires de surveillance et le renforcement de notre marine par l'acquisition de navires garde-côtes relève de questions de souveraineté et d'absolue priorité. Les négociations d'accords de pêche au profit des pêcheurs sénégalais avec nos voisins immédiats, Mauritanie, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, seront à chaque fois engagées dans le respect des intérêts réciproques en jeu. Un gros effort d'explication et de justification sera déployé en direction de nos ressortissants pour amener au respect des lois des pays voisins, mais aussi celles du Sénégal.
la réduction drastique et la gestion très contrôlée des licences de pêche délivrées à des navires étrangers seront des axes majeurs de notre politique de pêche. L'accroissement de la part de plus-value locale par la transformation des produits frais sera recherché et le débarquement obligatoire d'une partie des pêches effectuées par les navires étrangers y contribuera. Une grande importance sera donnée au développement de la pisciculture comme réponse au plafonnement des prises de la pêche hauturière. De même, les réformes qui seront engagées pour assurer le développement de l'élevage correspondront à une véritable révolution. Elles viseront la réduction progressive de la transhumance devenue incompatible avec la disparition des pâturages libres et l'exigence d'une viande de qualité. La modernisation de l'élevage par la stabulation et la culture de plantes fourragères. En ce qui concerne l'aviculture, la mise en œuvre d'un programme rigoureux de construction d'une compétitivité au profit du consommateur sénégalais permettra de la rendre plus concurrentielle face aux importations. L'objectif est donc double. D'une part, protéger le consommateur sénégalais contre des prix excessifs par rapport aux normes mondiales et accroître la consommation de cette viande et de la presqu'île du Cap-Vert, afin de pouvoir correspondre à une véritable démarche de désengorgement de Dakar et de valorisation d'une partie du territoire sénégalais délaissé. Une activité économique existante ou potentielle à développer pour ajouter une rationalité économique à celle purement administrative et résidentielle. Qui mettre fin à l'avancée du désert et autorisera le développement de la stabilisation. Le recul de la pauvreté devra être le constat d'un confort minimum du citoyen, également force active du développement. La recherche de ce confort minimum, au-delà de constituer une réponse à un droit de développement, est en outre indissociable de l'amélioration de la productivité des travailleurs sollicités pour créer de la croissance économique. Plusieurs axes conduisent à l'indispensable amélioration de cette productivité. En ce qui concerne l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Exception faite de certaines situations d'urgence, les programmes de répartition des travaux à travers le territoire seront définis en fonction de la taille des villes et villages et rendus publics ainsi que leur justification. Le meilleur accès à l'électricité sera la conséquence de l'abaissement de son coût et une amélioration de sa distribution qui permettra d'obtenir un meilleur mix énergétique et une efficience améliorée par de nouveaux arbitrages institutionnels. Un recours plus important au solaire, au vu de la dispersion de l'habitat rural, reste la solution à l'indispensable démocratisation de l'électricité, avec en amont la stimulation de la recherche et développement et la mise en œuvre de mesures incitatives permettant l'émergence d'une semi-manufacture de panneaux solaires et de produits liés à l'usage de cette source d'énergie. La prise en charge des démunis impose de procéder à une évaluation approfondie de la couverture maladie universelle en associant tous les acteurs concernés. Le recours à la carte à puce pour les indigents permettant leur suivi, le taux de prise en charge et la lutte contre la fraude. Il ne saurait y avoir recul durable de la pauvreté sans formation de qualité. Et la qualité de cette formation doit provenir de son adaptation aux besoins de notre économie. La quête inlassable de la paix sociale au sein de notre système d'enseignement public ne doit toutefois pas occulter la nécessité de procéder à un examen critique du contenu des jeunes ayant l'esprit de pionnier. Mais nous créerons également de l'occupation immédiate par l'organisation d'un service citoyen national. Nous donnerons à ce service citoyen et national la mission de construire un nouvel idéal à la jeunesse sénégalaise par la citoyenneté. La notion de développement est en effet devenue trop abstraite pour mobiliser notre jeunesse africaine. Elle réagira par contre positivement à l'appel consistant à recevoir sa contribution pour sauver son peuple de la misère par
par des actions citoyennes. Cette contribution sera organisée comme assistance, reposant sur dons du soi, apportés à d'autres citoyens en besoin. Nous pourrions citer l'amélioration de petites techniques agricoles, de l'hygiène, les cours de vacances, la formation légère dans certains domaines, avec acquisition facile de connaissances, la contribution à la construction d'édifices simples. Les jeunes diplômés seront encouragés à devenir des créateurs d'emplois pour d'autres moins bien formés qu'eux. L'ensemble du système de préparation à la création d'entreprises sera revisité et le dispositif global d'aide aux PME réformé dans le sens de ne plus servir les seuls membres d'un parti politique, mais des projets sélectionnés sur des critères objectifs et présentés dans le respect de critères bancables. L'accompagnement en gestion, l'accès aux différents types de financement seront remis à plat après prise en compte des leçons retenues des diverses expériences vécues par le Sénégal. Hormis la supercherie récente de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, il est parfois arrivé que le Sénégal invente de bons procédés de financement et d'encadrement. Ils ont malheureusement toujours souffert de leur politisation et de leur mauvaise gestion. C'est une délibération villageoise. Nous compterons aussi sur elle pour montrer au Sénégal la voie de sortie de l'État jacobin. Le temps est venu de construire sur un nouveau credo l'argent du Sénégal dans les collectivités locales, les terroirs et les banlieues, au profit des populations à la base. Aussi, transférerons-nous sans aucune hésitation des dotations optimales significatives pour un vrai développement local, pour implanter des services sociaux universels de base, pour procéder à l'aménagement et à l'assainissement du cadre de vie, effectuer des investissements à haute valeur ajoutée sous forme d'infrastructures collectives, instituer des pôles de travaux publics et centres multifonctionnels dignes de ce nom pour faire face aux incendies dans les marchés, à la discipline dans les espaces et rues, aux accidents et catastrophes naturelles, aux ordures, aux impacts des inondations dans les banlieues et ailleurs. Corrélativement, le secteur privé aura tout un rôle à jouer dans le cadre des partenariats publics-privés avec l'État, les collectivités locales et les unités précitées. Je vous propose à présent d'évoquer d'autres choix majeurs qui conditionneront l'avenir de notre cher Sénégal. À la faveur du démarrage des productions de pétrole et de gaz, il conviendra d'aller très vite vers une énergie compétitive à l'échelle mondiale comme soutien majeur à l'amélioration de la productivité de l'économie sénégalaise. La faiblesse de cette dernière est sans doute l'obstacle majeur à son émergence. Cela commencera par une énergie subventionnée en faveur des villages de métiers, point clé de notre projet. Nous mettrons par ailleurs en œuvre un mix énergétique dynamique qui prendra en compte le caractère épuisable des ressources en hydrocarbures et fera une place de plus en plus importante aux énergies renouvelables, solaires en particulier. Dès l'indépendance, le tourisme a été au Sénégal un secteur fortement contributeur à l'emploi, au développement de l'artisanat d'art et à l'investissement direct étranger par la création d'infrastructures hôtelières. L'État, au lieu d'encadrer et d'impulser le secteur, est longtemps resté dans une attitude de leader et d'acteur, accepté par le secteur privé opérant dans les activités touristiques. Ceci explique en partie l'état des lieux particulièrement alarmant, mais aussi l'ambition d'assurer la relance de ce secteur qui ne pourra être que très coûteuse. Cette dernière reposera donc nécessairement sur les efforts de tous et bien répartis entre l'État, les bailleurs de fonds, le secteur privé et les collectivités locales. De l'avis quasi unanime des acteurs du secteur, la vision politique est construite sur une base erronée. Il est en effet indispensable de sortir du positionnement peu compétitif dans le tourisme balnéaire et de redéfinir un positionnement stratégique avec comme cœur de métier le tourisme d'affaires et de découverte. Ce développement se fera en parallèle avec la reconstruction devenue nécessaire du tourisme balnéaire autour de nouveaux sites et par de nouveaux investissements. L'État devra ensuite veiller à la mise en œuvre effective de cette stratégie en partenariat étroit avec le secteur privé.
Pour cela, il doit mettre en place un cadre des affaires très attractif, un dispositif statistique fiable permettant de suivre les performances réelles du secteur et une agence opérationnelle professionnelle garante de la stabilité institutionnelle. Il conviendra d'engager résolument la construction d'une filière complète de formation aux métiers touristiques couvrant toute la chaîne de valeur touristique et non uniquement les métiers de l'hôtellerie. La question de l'érosion côtière, problème majeur de notre environnement, doit être portée à un niveau très élevé d'importance et d'urgence dans les préoccupations gouvernementales. Des études par nos universités et centres de recherche, des programmes et investissements spécifiques doivent être conçus et réalisés pour sauver la côte sénégalaise au-delà des seules préoccupations touristiques, avec l'appui des partenaires techniques et le recours aux travaux d'autres centres de recherche à travers le monde. Nous attendons des industries extractives une forte contribution à l'équilibre de la balance des paiements, pétrole, gaz, or, au budget de l'État, notamment pour le pétrole et le gaz, pour assurer le remboursement des excès d'endettement hérités du régime actuel. Il conviendra de démarrer l'exploitation des ressources minières encore inexploitées du Sud-Est, le fer et le marbre, par la mise à disposition de moyens de transport, le rail et d'énergie. Relier le Sud-Est minier du Sénégal aux zones minières frontalières dans l'objectif de créer une dynamique régionale de développement sera une de nos options fortes. Une autre consistera à privilégier systématiquement la transformation locale d'une partie des productions minières. À titre d'exemple, la part de production d'or nécessaire à l'émergence d'une orfèvrerie de réputation mondiale. Cette anomalie par laquelle le Sénégal exporte plus de 150 milliards de francs CFA d'or par an, au point d'en faire le premier poste d'exportation de notre pays, sans que nos artisans puissent trouver les quantités nécessaires à leur production, sera corrigée. Nous accorderons un soin tout particulier au développement des filières de formation aux métiers liés à l'environnement, de l'exploitation et de la commercialisation du pétrole et du gaz. Une commission d'enquête parlementaire élargie à des experts nationaux et internationaux sera très tôt chargée de l'examen approfondi de toutes les conventions en cours portant exploration ou exploitation de ressources naturelles du Sénégal. L'objectif sera de s'assurer que les intérêts de la nation ont à chaque fois été protégés et d'éventuelles corrections seront apportées lorsque ceux qui nous auront précédés ne se seront pas évertués de vendre le sous-sol du Sénégal à des conditions irréversibles. La transformation de l'économie sénégalaise ne concernera pas uniquement les secteurs traditionnels de la révolution industrielle. L'accélération significative du développement de l'industrie numérique sera également engagée. Le Sénégal attend de pouvoir libérer la créativité de sa jeunesse et créer de la compétitivité économique par une plus grande accessibilité et une réduction des coûts de l'Internet. Cela passera par un renforcement de la régulation des oligopoles, notamment au niveau de leurs tarifs de facturation. L'absence d'une vision stratégique basée sur une approche parfaitement intégrée de la révolution numérique n'a pas permis de mieux appréhender la façon dont elle transforme la vie des citoyens, non plus d'en tirer le meilleur parti et d'aider ceux qui risquent d'être laissés pour compte afin d'éviter un gap numérique entre citoyens sénégalais. Toutefois, une nouvelle conception de la sécurité du citoyen motivera une réforme des renseignements généraux et de la police afin que ces forces soient moins orientées vers la lutte contre les opposants politiques et la répression des manifestations politiques et par contre davantage soucieuses de la sécurité des citoyens. Les principes de ronde et d'îlotage seront développés. Des programmes spécifiques concerneront l'extension de l'éclairage public dans les zones les plus exposées à la périphérie des grandes villes. La sécurité routière, la lutte contre le vol de bétail, la meilleure implantation géographique des forces de sécurité, la réforme de la formation des policiers
sont envisagées. Nos différents corps d'armée seront renforcés en vue d'assurer une adéquation continue entre le niveau d'armement et l'évolution des missions qui leur sont assignées. L'évolution de l'environnement politique et économique devra être prise en compte dans le renforcement de nos forces de défense, en particulier la protection de nos ressources halieutiques et pétrolières. À l'instar d'autres corps et corporations, la gestion politicienne des carrières y sera bannie et le retour à l'objectivité dans les décisions de promotion sera un des moyens de renforcer le dévouement de nos forces de sécurité au service de la nation. Nous accorderons une importance particulière à la protection du citoyen consommateur contre la spéculation et les prix excessifs, parce que considérant que la pauvreté est en partie la conséquence de prix artificiellement trop élevés du fait de marchés mal structurés. L'État veillera à l'organisation d'une concurrence véritable pour garantir la formation de prix justes et s'évertuera à faire évoluer les habitudes vers l'affichage des prix dans le commerce. La régulation des prix sera organisée dès lors que l'un des fournisseurs contrôle 25% ou plus d'un marché donné. La régulation des marges sera également surveillée selon le niveau de vente. Détail, demi-gros, gros. Cette régulation visera à protéger le petit commerce contre les rabais excessifs accordés aux grandes et moyennes surfaces. Au service du citoyen devenu client et si souvent créateur de richesses au profit de la nation tout entière. L'amélioration des procédures administratives sera possible par un recours systématique à l'informatique. L'État mettra en œuvre un programme de lutte contre la petite corruption dont souffre le simple citoyen dans la plupart de ses contacts avec l'administration centrale ou décentralisée. La lutte contre la grande corruption sera engagée par la révision de notre droit pénal. Les peines seront renforcées pour sévèrement sanctionner tout coupable de crimes économiques, en particulier de détournement de biens publics. Le préjudice subi par la nation fera l'objet d'une peine de prison incompressible dès qu'il aura dépassé l'équivalent de 10 années de revenus moyens du paysan sénégalais. À titre illustratif, cette somme est aujourd'hui d'environ 5 millions de francs CFA. Le crime économique par détournement de deniers publics sera en outre rendu imprescriptible. Il est trop facile, il est devenu trop facile de détourner des milliards, de séjourner 5 années en prison et de revenir pour en profiter. Le Sénégal, c'est aussi celui hors de nos frontières, sénégalais de la diaspora. Vous savez rester attentifs à la vie de votre mère patrie. Sans leur mission, apporter l'assistance idoine à chacun d'entre vous. Contribuer à faciliter votre séjour à l'étranger dans le respect des lois de votre pays d'accueil et tenir à votre disposition toute la documentation administrative dont vous avez besoin. Au-delà de ce colossal effort qui est le vôtre et qui permet de limiter les affres de la pauvreté dans notre pays, qui entretient l'investissement dans le bâtiment, mais aussi dans les écoles, les lycées, les centres de santé, les lieux de culte et donc de paix, nous organiserons votre contribution à la bonne marche du Sénégal, inspirée par les bonnes pratiques que vous aurez relevées dans vos lieux de séjour. Vous êtes déjà bailleurs de nombreux investissements à caractère plutôt social. Les mêmes espaces qui les accueillent peuvent également recevoir des projets avec retour sur investissement assuré. Je pense en particulier à l'eau, à l'électricité rurale, au travers de formules en partenariat public-privé réservées aux micro-projets. L'aide à votre tour sera sérieusement organisée. La mise en place d'un système d'information de grande qualité et de précision, votre accueil orienté sous forme d'assistance personnalisée et un système de facilitation particulière intégrant parfois l'effort financier du pays que vous décidez de quitter en sont quelques grands axes.
le Sénégal compte sur votre investissement ou sur votre retour pour créer des emplois. Une nation qui se construit a besoin de tous ses talents, en particulier ceux qui parviennent à briller à l'étranger. Sénégalais, Sénégalais, il nous faudra réparer notre démocratie abîmée et malmenée. Il nous faudra rendre durable, irréversible et en amélioration continue les révolutions à engager. Le mot révolution n'est pas trop fort, car il s'agit d'adopter une nouvelle réalité. Et en harmonie, en contribuant positivement à son développement et à son rayonnement. Ce défi nous interpelle tous. Il interpelle plus encore les jeunes générations, héritières d'un pays aux grandes et anciennes traditions, qui doivent se lever comme un seul homme pour construire et défendre un avenir à la mesure de leurs espérances. Compagnons de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, aujourd'hui, Sénégalaises et Sénégalais demain, il me revient l'honneur de solliciter votre confiance pour reconstruire ensemble le Sénégal. Devant Dieu, je fais le serment de ne jamais faiblir face à l'exigence de la mériter. Vive le Sénégal! Merci.